Alors bonsoir, Lumière d'Italie, saison 1, épisode 5, aujourd'hui consacré à Machiavel. Alors voilà, peu d'auteurs ont une réputation aussi exécrable que celle de Niccolò Machiavelli, francisé en Machiavel, qui est né en 1469 et mort en 1527. Une intelligence machiavélique, comme vous le savez, est une intelligence perverse, tournée vers le mal, une perfidie et une mauvaise foi qui en sont les armes essentielles. Le machiavélisme en politique s'identifie avec l'apologie de la raison d'État, autorisant le mensonge, le crime pour la défense des intérêts du pouvoir. C'est-à-dire au fond tout ce que nous, bons démocrates, nous avons appris à détester à l'époque moderne. Alors la réputation de Machiavel d'ailleurs a déteint sur sa ville, puisque un homme politique français de tout premier plan, que certains les plus jeunes ont pu connaître, avait été surnommé le Florentin, sans doute pour signifier là son machiavélisme. Alors tout ça n'est pas nouveau d'ailleurs, parce que une vieille tradition française qui date du XVIe siècle a justement caractérisé comme machiavélisme une politique faite de ruses, et ce sont les libelles français contre la Florentine Catherine de Médicis qui mettent en circulation ce qualificatif de machiavélisme. Bon, alors cette mauvaise réputation, curieusement, n'a pas empêché de nombreux penseurs politiques modernes, et parmi les plus grands, de reconnaître en lui un maître. Thomas Hobbes, par exemple, puise d'abondance chez Machiavel, sans trop le citer quand même. Spinoza parle de lui en disant qu'il est le très pénétrant Florentin, et il place explicitement son traité politique sous le patronage de Machiavel. Montesquieu semble suivre sa méthode, notamment en ce qui concerne l'usage qu'il fait de l'histoire romaine. Et Jean-Jacques Rousseau lui-même fait cette remarque en marge du contrat social. Il est naturel, dit-il, que les princes donnent toujours la préférence à la maxime qui leur est le plus immédiatement utile. C'est ce que Samuel représentait fortement aux Hébreux, c'est ce que Machiavel a fait avec évidence. En feignant de donner des leçons au roi, il en donnait de grandes au peuple. Le Prince de Machiavel est le livre des Républicains. Voilà. Machiavel, donc, est un des rares auteurs, d'ailleurs, que Rousseau cite positivement. Rousseau a plutôt tendance à citer négativement tous ses prédécesseurs, mais pas du tout Machiavel. Alors, on pourrait également ajouter dans la suite des gens qui s'inspirent de Machiavel toute une série de penseurs, par exemple James Harrington, grand penseur de la première République anglaise, après la révolution que les Anglais ne reconnaissent pas comme une révolution, mais après cette véritable révolution qui a décapité le roi d'Angleterre. James Harrington se réclame explicitement de Machiavel comme penseur politique. Alors, et puis le Machiavel est revenu en honneur au cours des dernières années, notamment sur le plan universitaire, où il y a eu beaucoup de travaux, et puis on le retrouve également chez ceux qu'on appelle les néo-romains, c'est-à-dire toute cette école d'historiens et de philosophes, comme par exemple James Pocock, Quentin Skinner, etc., etc. Alors, Machiavel, c'est donc à la fois un maître qui s'en souffre et un grand maître. Et comme Spinoza et quelques autres, leur esprit, il est comme tous ceux dont l'esprit acéré ne laisse pas pierre sur pierre des consonantes constructions de la bonne conscience morale. Belles âmes, passez votre chemin si vous voulez lire Machiavel. Alors, s'il n'est pas un philosophe à plein temps, Machiavel est aussi un historien. Son histoire de Florence lui en donne d'ailleurs quelques titres. Mais bon, c'est un travail inachevé. Mais c'est pas un historien désintéressé, puisque pour lui, l'histoire est d'abord la matière à méditation politique. Méditation en vue de l'action. Alors, Machiavel est à la fois un théoricien éminent, il consigne, observe, analyse froidement. Chez lui, on trouvera pas de pathos. Il raconte ce qui se passe, comme ça s'est passé.
et il respecte en quelque sorte ce précepte de Max Weber qui s'appelle la neutralité axiologique, ne pas mêler les valeurs au récit des faits. Une sorte d'extériorité d'observateur par rapport au sujet observé, qui en font un travail de grande valeur scientifique. En même temps, il est impossible de comprendre vraiment Machiavel, et notamment ses centres d'intérêt, si on ne sait pas qu'il est un homme d'action, et que ce qui lui importe d'abord, c'est la transformation politique, et comment on peut agir sur le plan politique. La vérité de la philosophie, pour Machiavel, est toujours pratique, et dans ses livres, c'est l'expérience qui parle. Alors, il y a deux grands livres politiques chez Machiavel. Il y en a beaucoup des livres de Machiavel, mais il y en a deux très importants, qui sont d'une part Le Prince, et d'autre part les discours sur la première décade de Tite-Live. Deux livres qui traitent de sujets apparemment opposés et qui finissent par soutenir, en dépit de divergences superficielles, un discours commun. Et notamment, il faut réfuter à l'avance cette vision. D'un côté, on aurait Machiavel, Dr. Jekyll, l'auteur du Prince, Dr. Jekyll, l'auteur des discours sur la première décade de Tite-Live, et d'autre part, un Machiavel Mr. Hyde, cynique apologiste de la force et de la ruse dans Le Prince. Alors, on va essayer de comprendre un peu le propos de Machiavel, et pour le comprendre, il faut reconstituer ce projet, essayer de le penser de l'intérieur. Et penser de l'intérieur cette vie austère et mouvementée qui a été la sienne. Alors comprendre, c'est prendre la mesure de cette rupture radicale qui s'opère avec Machiavel. Comprendre comment un homme d'ordre comme lui est plongé dans les tumultes de son époque et finira comme apologiste de ce qu'il appelle des républiques tumultuaires. Alors Machiavel nous invite ainsi à penser une rupture qui annonce un ordre nouveau, des formes d'organisation politique nouvelles qu'il ne peut pas toujours encore nommer. Voilà. Et surtout, une rupture, pour ces temps nouveaux, il cherche une force politique qu'il a aussi beaucoup de mal à dessiner, mais une force politique qui pourrait créer une nation nouvelle et redonner toute sa vigueur à la vieille Italie. Et notamment, Le Prince ne peut être compris que comme le programme politique, et le dernier chapitre du Prince le dit d'ailleurs, le programme politique de cette force qui aura suffisamment de courage et de ruse, en un mot de virtu, on reviendra sur ce terme, pour hisser l'Italie à la hauteur de la situation historique. Alors, Machiavel est d'abord l'acteur et le témoin, ou plutôt le témoin et l'acteur, bouleversement historique fondamental. Le monde moderne accouche dans la douleur à cette époque. Je rappelle quelques grandes dates. 29 mai 1453, c'est la chute de Constantinople, qui signe l'acte de décès ultime, alors ultime parce qu'il y en a eu bien d'autres avant, de l'Empire romain. 1492, un marin génois, à la tête d'une flotte espagnole, débarque sur une île des Caraïbes et inaugure une nouvelle ère. Il annonce la montée des nouveaux empires et joue ainsi le premier acte de ce qu'on appelle un peu facilement aujourd'hui la mondialisation. En croyant d'ailleurs, nous croyons que la mondialisation est une invention du XXe siècle, non, la mondialisation, en étant relativement restreint dans le concept, elle remonte à Christophe Colomb et aux grandes conquêtes de cette époque. Voilà. Et si on veut trouver les pères de la mondialisation, ils s'appellent Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Magellan, Vasco de Gama, etc. Alors pour que le nouveau puisse naître, il faut faire mourir l'ancien, afin de sauver ce qu'il a fait éclore. Entre la descente des armées de Charles VIII en Italie, 1494, et le sac de Rome par les troupes de Charles Quint en 1527, on a à peu près toute la vie politique de Machiavel, c'est le féodalisme qui va s'effondrer en Europe. Et avec lui, les communes libres d'Italie, laissant place aux grands États centralisés qui vont maintenant dominer notre continent, et laissant place aussi à la monarchie absolue.
Alors, sauf en un endroit, la Povera Italia. Alors, pour l'histoire italienne, ce moment, hein, le tournant du XVe et du XVIe siècle, eh bien, c'est le moment où les choses sont perdues. Hein. Et pour Machiavel, comme pour tous ses contemporains, il y a un ante res perditas et un post res perditas, avant que les choses ne soient perdues et après qu'elles aient été perdues. Et l'un des commentateurs intéressants de Machiavel, Ugo Dotti, décrit Machiavel comme l'Ulysse de la politique. Il y a un avant 1512, le temps de l'action, et puis un après 1512, après le retour des Médicis, la fin de la République, qui contraindra Machiavel à se retirer de la politique active et qui va le pousser à rédiger ses grandes œuvres. L'homme d'action est obligé de se faire théoricien, et il vérifie une fois de plus cette pensée profonde de Hegel qui dit que la conscience de l'histoire, la conscience historique, elle est comme l'oiseau de Minerve, elle n'arrive toujours qu'au crépuscule. Et trop tard. Et c'est bien dans cette coupure de l'histoire européenne, dans cette coupure de l'histoire de l'Italie, qui est sa patrie, dans la vie politique de l'homme politique, dans la vie de l'homme politique enfin qui marque tout le destin de Machiavel. Avant d'en venir aux problèmes posés par l'œuvre, donc il est nécessaire d'indiquer les grandes étapes de cette vie, pas seulement pour sacrifier au rythme de la biographie, mais parce que l'élaboration politique de Machiavel est inséparable de ces grandes étapes. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire par les années de formation. Alors Niccolò Machiavelli est né en 1469, comme je l'ai dit, à Florence. Il est le fils de Bernardo Machiavelli, propriétaire foncier qui réside le plus souvent à Sant'Andrea in Percussina, sur le territoire de la commune de San Casciano aujourd'hui, tout près de Florence. Alors cette famille Machiavelli est une vieille famille florentine. Elle fait partie de ce qu'on appelle à l'époque le popolo grasso, c'est-à-dire cette partie de la bourgeoisie qui est organisée dans l'un des 7 arts majeurs. Depuis le milieu du XIIIe siècle, cette famille a perdu une bonne partie de sa fortune d'ailleurs, mais elle continue de donner à Florence ses honnêtes fonctionnaires, scribes et comptables qui assurent la continuité de la République, par-delà les à-coups de la vie publique, souvent agités, comme on l'a déjà dit, par les luttes des partis, les factions, les soulèvements populaires, plus ou moins manipulés, etc. Alors Machiavel commence par apprendre le latin à l'âge de 7 ans et reçoit, semble-t-il, une solide éducation classique, bien que nous n'ayons que peu de renseignements sur les premières années de sa vie. Nous savons par exemple qu'il a réalisé une transcription de Lucrèce, et ce contact sérieux avec l'un des grands maîtres de l'atomisme antique est sans doute pas pour rien dans la formation de sa pensée politique. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, les œuvres de la maturité témoignent de nombreux emprunts faits à cette culture classique, qui est la sienne. Il parle en réalité la langue de ces auteurs anciens. Et notamment des historiens romains qui vont jouer un très grand rôle, de Polybe à Tite-Live. Tite-Live, dont d'ailleurs un ouvrage majeur lui est consacré. Alors en 1492 meurt Laurent de Médicis, celui qu'on appelle Laurent le Magnifique. Son fils Pierre lui succède, mais en 1494, eh bien, nous avons la première grande descente des armées françaises derrière Charles VIII. La calata dei Francesi, disent les Italiens. Et quand les armées de Charles VIII atteignent Florence, eh bien une insurrection populaire chasse les Médicis, et ces Médicis qui, sous l'apparence maintenue des institutions républicaines, gouvernaient Florence depuis pas mal de temps. Depuis 1434 en vérité, ce qui fait 60 ans. Alors, à ce moment-là, on va voir une irruption du peuple sous la direction d'un prédicateur, un moine, Girolamo Savonarola, qui devient le porte-parole du mouvement populaire et dirige de fait la République pendant ces années, bien qu'il n'ait jamais aucun titre. Sous sa conduite, il y a une série de réformes qui s'entreprises avec la création notamment d'un grand conseil
qui permet une plus large participation populaire au gouvernement. Savonarola est d'abord soutenu par le peuple, et il prône une réforme morale radicale, qui conduit à la rupture avec la papauté. Il est excommunié en 1497 par le pape de l'époque, Alexandre VI Borgia. Au début de 1498, l'opinion florentine commence à basculer. Sa volonté de moraliser la vie des citoyens ordinaires commence à lasser. Et bientôt, Savonarola va être poursuivi, arrêté, jugé et condamné au bûcher. Alors à cette époque, Machiavel se tient plutôt à l'écart de ces turbulences. Bon, il commande tout ça dans un certain nombre de textes, de façon souvent un peu ironique, mais jamais franchement hostile. Il n'y a pas d'hostilité à Savonarola. De Savonarola, il dit simplement que cet homme n'avait pas les moyens de sa politique. Et ça, c'est la critique majeure. Et il fait remarquer d'ailleurs que son pouvoir ne reposait pas sur la croyance. Il ne suffisait pas de croire en Dieu pour avoir du pouvoir. Alors, Machiavel dit, certes, Savonarola réussit un temps à persuader les Florentins qu'ils s'entretenaient avec Dieu. Mais il ajoute, je ne veux pas décider si la chose était ou non exacte. Mais, car on ne doit pas parler d'un si grand homme, on ne peut parler d'un si grand homme qu'avec respect. Voilà. La force de la foi ne suffit pas à assurer le pouvoir des nouvelles institutions. Il faut pouvoir écraser ses ennemis. Et le problème de Savonarola, c'est la conclusion qu'en tire Machiavel, c'est qu'il était un prophète désarmé. D'où la nécessité qu'en tirera Machiavel que pour gagner, il faut avoir des armes à soi. Alors, après la chute de Savonarola, en 1498, eh bien, on pourrait appeler le Parti républicain reprend le dessus. On a un nouveau gonfalonier de justice, Piero Soderini, qui est un représentant de ce parti, on va dire, profondément hostile à la tyrannie, au pouvoir aristocratique des Médicis, et qui appartient au fond au même mouvement que la famille Machiavelli. Et tout naturellement, il va se faire le protecteur de Niccolò. C'est pourquoi Machiavel est nommé secrétaire de la seconde chancellerie de la République de Florence le 23 mai 1498. 5 jours après l'exécution de Savonarola, et le 14 juillet de la même année, il est mis à disposition d'une de ses innombrables commissions, la Balia, les 10 de Balia. Alors, Machiavel devient ensuite très vite un diplomate officieux. Voilà, ce qui lui est confié, ce sont des missions diplomatiques. En 1499, il est occupé aux affaires de la reconquête de Pise. Alors, ça va durer très longtemps. Parce que Florence avait acquis la domination sur la République de Pise, et les Pisans s'étaient révoltés, et les Florentins, qui préservaient leur propre liberté, n'aimaient pas la liberté des autres, et donc Machiavel se retrouve occupé aux affaires pisanes. En 1500, il est chargé d'une mission auprès du roi de France, de Louis XII, pour lui demander d'aider les Florentins à reconquérir Pise. Bon. Alors, le roi de France manifeste assez ouvertement le peu de cas qu'il fait des envoyés de Florence, et la mission échoue, et elle va laisser à Machiavel une certaine rancune contre la France, qu'on va retrouver dans un texte qui s'intitule « Sur la nature des Français ». Dans cet extrait, que je vais vous lire, indique bien la tonalité. Ils sont tellement préoccupés du profit et des dommages présents qu'il leur échoue à peu de mémoire des outrages et des bienfaits qu'on leur a fait autrefois, et ils se soucient peu du bien et du mal à venir. Les premiers accords que l'on passe avec eux sont toujours les meilleurs. Quand ils ne peuvent pas vous faire du bien, ils vous en promettent. Quand ils peuvent vous en faire, ils vous en font difficilement ou jamais. Voilà. Nous voilà, nous Français, liés pour l'hiver. En 1510, Machiavel révisera ce jugement un peu abrupt dans un autre texte intitulé « Portrait des choses de France », et où il ne va pas cacher là cette fois son admiration pour l'organisation politique centralisée du pays et pour la manière dont la couronne a domestiqué les grands.
ce qui lui vaut de toute façon la reconnaissance de Machiavel qui déteste les grands par-dessus tout. Mais il n'abandonnera jamais son jugement négatif sur Louis XII. Et dans Le Prince, par exemple, on verra que Louis XII est régulièrement cité comme le prototype de ce qu'un prince ne devrait pas faire. Alors, je reviens un petit peu en arrière. En 1501, le secrétaire donc est envoyé à Pistoia pour tenter de mettre fin au désordre dans cette cité. En 1502, en compagnie de Francesco Soderini, le frère du gonfalonier, il est en mission auprès de César Borgia, le duc de Valentinois. Et ça, c'est une rencontre très importante, puisque César Borgia va occuper en quelque sorte un rôle central dans Le Prince. Et Machiavel adresse à cette occasion à la seigneurie de Florence une description de la manière employée par le duc de Valentinois pour faire tuer Vittorio Vitelli, Oliverotto da Fermo, le seigneur Paolo et le duc de Gravino Orsini. C'est l'affaire d'un piège fameux où César Borgia va faire étrangler un à un tous ses ennemis. César Borgia va s'occuper de rétablir l'ordre. Ensuite, Machiavel va s'occuper de rétablir l'ordre dans le Val di Chiana et il commence à mener un combat politique qu'il poursuivra sa vie durant pour que sa patrie ait des armes à elle. Des armes à elle. En 1503, par exemple, il écrit des papiers, des paroles à prononcer sur le projet de loi de finances. Machiavel, son emploi, c'est d'écrire les discours du chef. C'est un discours que Soderini prononcera devant la seigneurie en vue de la levée d'un impôt spécial pour financer la défense de Florence. Et à la fin de cette année-là, d'ailleurs, il se retrouve à Rome pour assister à l'élection du nouveau pape, Jules II, qui succède à Alexandre Borgia. Et d'ailleurs, à cette occasion, César Borgia, privé du soutien de son illustre paternel, va commencer sa longue chute. Alors, en 1504, Machiavel retourne en France pour sonder les intentions du roi concernant la défense de Florence, et il compose à ce moment-là une première décennale, c'est-à-dire une chronique versifiée de l'histoire italienne, depuis la descente des Français de 1494. Il y dit déjà l'essentiel: le malheur de l'Italie vient de la discorde, et des envahisseurs ne sont que des barbares dont il faut se libérer. Quand vous avez lu ce bref texte de 1504, eh bien, on a en quelque sorte le cadre politique dans lequel Machiavel inscrit son action. Alors, en ces années de pleine activité, il ne cesse de voyager, il s'occupe de très près des affaires militaires, et il va même tenter de mettre sur pied une réforme profonde de la défense de Florence en instituant une milice populaire dont il croit qu'elle serait bien plus sûre et plus vaillante au combat que des armées de mercenaires. Et en 1506, il en fait adopter le principe. Et on trouve ça dans l'exposé des raisons de l'ordonnance sur l'institution de la milice. Alors, en ces années, il est aussi celui qui va négocier des accords, ou ce qu'on appelle la comptata avec tel ou tel seigneur, par exemple avec Giovan Pagolo, seigneur de Pérouse, dont on parlera, et il va renseigner la seigneurie de Florence sur la situation dans ces régions de la Toscane qui échappent au contrôle de Florence. Il inspecte l'avancée du siège de Pise. Il est toujours donc par Mont et par Vaux. On le retrouve en mission auprès de Jules II en 1506. Et on a un témoignage de l'évolution de la pensée de Machiavel à ce moment-là, dans des brouillons, les Ghiribizzi Scripti in Perugia al Soderino, par exemple à propos de du coup d'éclat, par lequel Jules II s'est emparé de Pérouse. Machiavel s'étonne que ce pape ait réussi sans armes et presque par hasard, là où avec l'ordre et les armes, il aurait difficilement réussi. Voilà.
Une leçon intéressante à tirer. Jules II servira aussi de modèle au prince un peu plus tard. Alors en 1507, Machiavel est envoyé auprès de l'empereur Maximilien de Habsbourg, dont il suit la cour pendant 5 mois. Au cours de l'année 1508, il écrira un rapport sur les choses d'Allemagne, dans lequel il loue la très belle organisation des villes allemandes, qui sont très économes de leur argent. On retrouvera ce point aussi un peu plus tard. En février 1509, il est à nouveau à Pise pour préparer l'assaut final contre la ville rebelle à l'autorité des Florentins. Les Pisans se rendent, et dans cette victoire florentine, le rôle de la milice, qui est essentiellement rurale, a été décisif, ce qui confirme Machiavel dans son idée que la défense doit être assurée par une milice populaire et non par quelques entrepreneurs de guerre qu'on paye grassement et ils font jamais ce pourquoi on les a vraiment payés. Voilà. L'année suivante, il accomplit à nouveau une mission de bons offices entre la France et le pape. Il va conclure un accord de non-belligérance en faveur de la République de Florence, en disant vous ne nous mêlez pas à vos affaires. C'est au retour de ce voyage, d'ailleurs, qu'il écrit le portrait des choses de France dont j'ai déjà parlé. L'année suivante, il accomplit une mission de bons offices, à nouveau entre le pape et le roi de France, qui vient de convoquer un concile pour tenter de déposer Louis XII. Alors, voilà, ça c'est la carrière d'un homme très occupé, aux fonctionnaires intègres, il faut le signaler. Machiavel ne s'est pas enrichi du tout. Dans ses lettres, il lui arrive de se plaindre d'ailleurs, alors qu'on le fait vivre dans des conditions impossibles pour les missions qu'il a amenées, parce qu'il n'a pas, il est obligé souvent de piocher dans ses propres réserves. Voilà. Alors, tout ça, c'était avant la grande coupure, ante res perditas, voyons maintenant ce qui se passe post res perditas, quand les choses sont perdues. En 1512, les troupes espagnoles, vénitiennes, suisses et celles du pape envahissent la plaine de l'Arno. Les habitants de Prato sont massacrés. C'est le grand massacre du 29 août. Et alors que la seigneurie sous la direction de Soderini est nettement francophile et avait refusé d'adhérer à la lutte de Jules II, eh bien, un soulèvement habilement fomenté par les Médicis renverse le parti républicain. Piero Soderini doit s'enfuir en exil. Les troupes des Médicis font leur entrée dans Florence. Le Grand Conseil et le Conseil des 80 sont supprimés. Le pouvoir législatif et exécutif sont confiés à une balia qui regroupe 65 représentants des principales familles aristocratiques de Florence. Les dirigeants et les collaborateurs du pouvoir précédent sont mis en accusation et Machiavel se retrouve en prison. Alors, il ne va pas y rester très longtemps. En 1513, Jean de Médicis est élu pape, sous le nom de Léon XIII. Donc Julien de Médicis devient gonfalonier de l'Église et part lui aussi pour Rome. Donc 2 Médicis en moins. Le gouvernement de Florence est confié alors à Lorenzo, Laurent de Médicis, sous le contrôle d'un Jules de Médicis qui est l'évêque de Florence. Donc voilà, la famille continue quand même d'avoir la haute main sur la ville. Une amnistie générale est décrétée. Machiavel sort de prison, mais il est écarté de toute fonction politique et il doit se contenter de mener une vie de gentilhomme chez lui, dans ses terres, à Sant'Andrea in Percussina. Vie de gentilhomme, où il va s'occuper de... il va beaucoup s'ennuyer, je crois. Il va passer une partie de son temps à l'Albergaccio, qui est en face chez lui à Sant'Andrea, à l'auberge, où il discute avec les paysans et les artisans. Et c'est là qu'il va entreprendre d'écrire une série. Alors, il écrit d'abord un petit traité qu'il appelle un opuscule, intitulé par lui De Principatibus, ce qui veut dire des principautés et pas du prince. Et il écrit d'ailleurs son projet à son ami Francesco Vettori, qui est à ce moment-là à Rome, et lui dit « Je creuse de mon mieux les problèmes que pose un tel sujet, débattant de ce qu'est la monarchie, de combien d'espèces il y en a, comment on l'acquiert et comment on la garde, pourquoi on la perd. » Monarchie, là j'ai repris la traduction
de Beck, qui a publié les œuvres de Machiavel en français dans la collection de bouquins. En fait, il faut dire bien des principautés, c'est pour monarchie le texte italien. Voilà. Alors, cet ouvrage qui sera célèbre sous le titre qu'ont lui donné ses premiers lecteurs et son premier éditeur romain, 1532, après la mort de Machiavel. Cet ouvrage, c'est Le Prince, et il est dédié d'abord à Julien de Médicis, puis au jeune Lorenzo, pour tenter, sans succès, de revenir dans la politique active. Voilà. Ce brûlot, si souvent cité, sans le savoir, ou sans l'avoir lu, si souvent voué aux gémonies, et finalement, peut-être, une sorte de CV pour se faire réembaucher par le pouvoir politique, pour montrer qu'il s'y connaît en matière de politique. Il s'y connaît d'autant mieux qu'il est homme du peuple, et comme il dit, pour bien connaître les princes, il faut être peuple. Voilà. Et donc, en tous les cas, Machiavel le présente comme quelque chose qui devrait être agréable au prince. Bon. Quant à cette œuvre, dit-il, si seulement on la lisait, on verrait que durant les 15 années que j'ai vouées aux affaires de l'État, je n'ai ni dormi, ni passé mon temps à jouer. On devrait avoir à cœur de se servir de quelqu'un qui s'est enrichi d'une expérience acquise aux frais des autres. Ma loyauté de votre exprimée sans doute, parce que, ayant toujours été loyal, je ne puis apprendre maintenant à y manquer. C'est parfaitement exact. Machiavel est tout sauf machiavélique. Néanmoins, Machiavel va encore à Florence, mais il lui interdit de mettre les pieds à la seigneurie. La seigneurie, c'est l'actuel Palazzo Vecchio à Florence, là où siège le gouvernement. Alors en 1514, Laurent de Médicis décide de remettre en vigueur l'ordonnance de 1506 sur les milices, ordonnance qui a été abrogée au moment du coup d'État de 1512. Alors Machiavel écrit d'ailleurs à ce sujet quelques commentaires, mais en tous les cas, ce n'est pas parce qu'on reprend ses idées qu'il rentre en grâce. Et il noue quelques contacts par l'intermédiaire du pape qui laisse entrevoir une issue, mais tout ça n'a pas de suite. Il participe ensuite à quelques salons d'humanistes florentins, des salons plus ou moins contestataires d'ailleurs, notamment celui des Oricellari, où il fait figure de maître à penser. C'est d'ailleurs là qu'il va donner lecture des premiers extraits de notre livre qu'il est en train d'écrire, qui s'appelle Les Discours, c'est la première des 4 de livres. Alors, faute de pouvoir mener une carrière politique, eh bien, il va s'essayer à la littérature et il va écrire un certain nombre de textes. Notamment, il va publier une pièce de théâtre intitulée La Mandragore, une comédie assez grinçante, dont la portée politique ne devrait pas être sous-estimée. Et d'ailleurs, une pièce de Machiavel que de temps en temps on joue encore. Alors, toutes ces choses vaines, pour lui, ces discussions dans les jardins, ça fait partie des choses vaines, ne le détournent pas de ce qui a vraiment compté pendant sa vie, qui est la politique. Il met à profit son inactivité pour méditer et écrire son œuvre théorique. Loin de l'action, il développe ses idées sur l'art de la guerre, écrit son De Principatibus et ses Discorsi sur la première des 4 de Tite-Live. Progressivement, cependant, il va se voir confier quelques missions d'ordre privé ou officieuse, dont la moindre ne sera pas d'écrire à partir de 1520 l'histoire de Florence, à la demande même des Médicis. Alors c'est très curieux parce que c'est une œuvre de commande qui va devenir une des œuvres majeures de Machiavel, mais aussi de l'histoire politique italienne. J'avais évoqué ce sujet, la tradition florentine était de demander à un écrivain de renom de composer une histoire officielle. Leonardo Bruni s'y était essayé, qui avait composé une histoire des peuples de Florence en 12 volumes, qui s'arrête en 1404. L'histoire de Poggio Bracciolini couvrait les 50 années suivantes. Alors, mais Machiavel n'a pas respecté la tradition et il va repartir à zéro, c'est-à-dire à la naissance de la ville de Florence. Et c'est une œuvre qui ne respecte pas simplement la tradition, elle ne respecte pas beaucoup non plus les commanditaires, les Médicis, qui en prennent pour leur grade.
À peu près à la même époque, il va composer une sorte de récit historique romancé, la vie de Castruccio Castracani, qui a été une sorte de condottiere qui s'était emparé de la République de Lucca. Voilà. Alors, dernière partie de la vie de Machiavel, c'est ce qu'on pourrait appeler la fin du monde, plutôt la fin d'un monde en tout cas. Machiavel va tenter de jouer encore un rôle lorsque les armées de Charles Quint pénètrent en Italie. Avec son ami Guicciardini, il fait tout pour convaincre le pape d'organiser la résistance. Mais le pusillanime Clément VII ne prend aucune décision, se laisse berner par les promesses mensongères du Habsbourg, et d'ailleurs il finira emprisonné dans son château à Rome. À Florence, pendant ce temps, on nomme Machiavel provéditeur aux enceintes, c'est-à-dire à la tête d'un nouvel office qui est chargé de la réfection des murailles de la ville. Mais l'affaire va s'enliser, et ici on a une correspondance avec Vettori et Guicciardini qui reste un précieux témoignage de l'évolution de sa pensée à cette époque. Voilà. L'invasion étrangère précipite la crise politique, alors les Médicis sont à nouveau chassés et Machiavel à nouveau privé d'emploi. Le républicain Machiavel est à nouveau exclu des emplois publics, cette fois pour avoir servi sa patrie sous un gouvernement Médicis. Et il meurt en 1527, alors que l'Italie est déchirée par des guerres dévastatrices, alors que les troupes allemandes et suisses de Charles Quint ont pris et mis à sac Rome. Et plus que jamais, l'unité et la liberté de l'Italie semblent très loin. Notons en passant que le très catholique Habsbourg a dirigé des troupes protestantes qui, pour la première fois depuis la mise au sac de Rome par les Vandales d'Alaric, dévastent la ville sainte. Alors la République de Florence, elle ne va pas survivre à cette époque. En 1529, le pape signe un traité avec Charles Quint, traité de Barcelone, qui se propose, entre autres choses, la reconquête de Florence, où le gouvernement républicain s'est radicalisé contre les aristocrates. Les troupes impériales assiègent la ville, qui capitule en 12 août 1530. Les Médicis, à ce moment-là, reprennent le pouvoir, les républicains sont tués ou emprisonnés, les institutions sont détruites, encore quelques années, et la République n'existe plus, définitivement. L'Italie, la pauvre Italie, reste divisée et en proie à toutes les interventions étrangères jusqu'au Risorgimento. C'est-à-dire qu'il faudra attendre encore 5 ans. Alors, je voudrais, pour terminer cet aperçu consacré à Machiavel, essayer de résumer la pensée de Machiavel en 5 thèses. La première thèse, pour Machiavel, l'histoire est cyclique. Il reprend ici la théorie des cycles de Polybe. Alors pour Polybe, il y avait un cycle naturel, dont il donne dans ses histoires l'exposé, voici de cet exposé, la forme primitive, spontanée et naturelle est la monarchie. Puis vient la royauté, qui en dérive, mais qui la corrige et en redresse les défauts. Si elle se transforme en un régime voisin mais dégénéré, celui de la tyrannie. Leur ruine donne la naissance à l'aristocratie. Quand celle-ci à son tour tombe fatalement dans l'oligarchie, le peuple s'irrite et fait tomber les grands et fait porter aux grands la peine de leurs méfaits. C'est alors que naît la démocratie. Mais quand à la longue viennent à sévir les violences populaires et qu'on cesse de respecter les lois, c'est l'avènement de la démagogie. On reconnaîtra avec évidence la vérité de tout ce que je viens de dire si on considère les origines, la genèse et l'évolution naturelle de ces différents régimes. Il faut savoir comment chacun d'eux s'est formé pour pouvoir saisir le développement, l'apogée, les transformations et pour pouvoir prévoir l'époque, les causes et les circonstances de sa fin. C'est surtout à l'étude de la Constitution de Rome que j'ai résolu d'appliquer cette méthode, et parce que sa formation et ses progrès ont toujours été conformes à la loi de la nature. Voilà, c'est très simple. Polybe donne une loi
naturelle, donc à laquelle on ne peut pas déroger, une loi naturelle d'évolution des régimes politiques. Alors, Machiavel reprend ça, mais lui donne sa propre version. Il commence par citer la distinction classique des trois principaux types de gouvernement, principauté ou monarchie, gouvernement des optimates ou aristocratie, et gouvernement populaire. Pour immédiatement après citer les auteurs plus sages et selon l'opinion de bien des gens, qui comptent 6 formes de gouvernement, en ajoutant aux 3 formes fondamentales, bonnes, leur forme dégénérée. La monarchie devient facilement tyrannique, l'aristocratie devient aisément l'état de quelques personnes, riches, et l'état populaire tombe aisément dans le désordre. Alors, le passage de la bonne forme de gouvernement à la forme dégénérée est très facile, puisque naturel, le dit Machiavel. Voilà, vous avez un bon roi, ça donne un tyran. Si c'est pas la première génération, ce sera la seconde. Quelques précautions d'ailleurs que prennent le législateur, le gouvernement n'est toujours constitué que pour peu de temps. Et l'explication que donne Machiavel à ce passage rapide d'une forme vertueuse à une forme vicieuse mérite d'être soulignée. Il n'y a pas de remède qui puisse l'empêcher de glisser vers son contraire du fait de la similitude existant en ce cas entre le vice et la vertu. Voilà. Tout ça mériterait de longs commentaires parce que la similitude du vice et de la vertu en politique, pour Machiavel, est absolument essentielle. En politique, le vice et la vertu se ressemblent. Alors ça peut nous sembler étrange. Je crois qu'en réfléchissant un petit peu, on s'en aperçoit assez vite. Un bon gouvernement peut employer des méthodes qui semblent condamnables, mais trouvent leur justification dans les effets produits. Alors, nous dit Machiavel, qu'un honnête dirigeant peut conduire sa patrie à la catastrophe, faute d'avoir pu se résoudre à temps à employer les moyens que la situation impose. C'est en gros ce que reproche d'ailleurs Machiavel à son protecteur, le chancelier Soderini. Alors, si vertu et vice se ressemblent tant, il en découle que l'action historique ne peut pas être jugée en fonction de critères de la morale ordinaire, mais à partir de la compréhension des nécessités historiques. Le corollaire de ces affirmations est que rien ne ressemble plus à un bon gouvernement qu'un mauvais gouvernement. Alors là, on est très loin de ce qu'on avait vu la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, pardon. Le passage de l'un à l'autre ne dépend pas des convictions morales des acteurs, mais de la logique des forces internes à tout régime. Un gouvernement peut être mu par les meilleures bonnes intentions du monde, et il peut se révéler catastrophique. Et l'inverse est également possible. Alors, deuxième thèse, il y a 2 régimes fondamentaux pour Machiavel, les principats, c'est-à-dire qui sont gouvernés par un seul homme, le premier, princeps. Alors, on ne peut pas traduire par monarchie, parce que le mot monarchie en français sonne autrement. Et puis d'autre part, les républiques. Alors Machiavel, lui, est partisan de la République. Et le centre de sa pensée, c'est que dans la République, on trouve le vivere civile, qui est nécessaire à une vie bonne, la vie civile, au sens presque aristotélicien du terme. Il s'agit dans la République d'une vie dans une communauté gouvernée par des lois. Et Machiavel est, de ce point de vue, un philosophe de la liberté, car la liberté de la communauté politique et la liberté des citoyens sont pour lui une seule et même réalité. Mais il a une manière assez particulière de penser la République. J'ai parlé ailleurs de républicanisme anomale. En tout cas, il défend non pas une république démocratique à l'athénienne, il défend un régime mixte, fondé non pas sur la complémentarité, mais le conflit entre le peuple et les grands. Pour lui, une bonne république, c'est une république dans laquelle il y a tout de même un pouvoir de commandement unifié, mais dans lequel le peuple est suffisamment fort pour surveiller ce pouvoir, le contester et éventuellement le renverser s'il le faut. Il ne cherche pas une formule qui serait une formule parfaite. Il est même assez loin du gouvernement mixte aristotélicien, par exemple. Parce que pour lui, c'est dans le conflit et dans la régulation de ce conflit que tient la stabilité de la République. Troisième thèse, il y a une opposition fondamentale
dans toute république entre le peuple et les grands. Voilà. C'est de l'affrontement entre les grands et le peuple que se fait la trame de l'histoire. On a envie de dire l'histoire jusqu'à nos jours n'est que l'histoire de classe. Bon, c'est pas Marx, hein, mais quand on lit Marx après, on ne peut manquer de réfléchir à ce que disait Machiavel. Alors que toute la philosophie politique traditionnelle séparait le monarque, les aristocrates et le peuple, Machiavel remplace cette tripartition par un système de conflits qui oppose le petit nombre au grand nombre. On pourrait essayer de définir les pôles de ce conflit en termes sociologiques. Toute l'histoire des villes italiennes nous y pousse. Les conflits entre les arts majeurs et les arts mineurs ont évidemment un fondement social assez déterminé, mais pour Machiavel, il ne s'agit pas d'un phénomène spécifique aux cités italiennes, il s'agit d'une constante de l'histoire. Et comme Machiavel, comme Héraclite ou Hegel, Machiavel pense en fait que le conflit est la matrice de toute chose. Alors, si Machiavel préfère la République, il admet que le Principat est un régime possible, mais dans le Prince, il va montrer que le prince ne peut durer que s'il parvient à ne pas être haï du peuple et à déjouer les complots des grands. En réalité, le seul prince possible, à long terme, est un prince populaire. Et suivant, le régime a dégénéré, et il faut régulièrement revenir à l'origine. On l'a vu pour Machiavel, les régimes tentent à dégénérer naturellement. Pourquoi ? Parce que le bien et le mal sont facilement interchangeables. Et donc, il faut régulièrement régénérer le régime. Il est nécessaire que les hommes vivant sous quelques régimes fassent leur propre examen à l'occasion d'événements provenant de l'extérieur comme de l'intérieur. Quant à ces derniers, il faut que cela naisse ou provienne d'une loi qui refasse souvent les comptes des hommes vivants dans le dit corps, ou bien d'un homme vertueux qui, né parmi eux, obtienne par son exemple et ses actions valeureuses le même effet que la société. Voilà. Alors, donc pour Machiavel, il faut qu'il y ait une sorte de mécanique quasiment nécessaire dans toute république pour que régulièrement on fasse l'examen de cette république et qu'on retourne au fondement. En fait, une république ne peut durer que si elle se régénère par des révolutions ou par des réformes radicales. Alors, de ça, on va déduire la thèse suivante: la politique est l'art des effets et elle n'a que faire de la morale moralisante. Ce que l'on retient, par ouï dire le plus souvent de Machiavel, c'est l'idée que ruse et fourberie sont les instruments légitimes du pouvoir. On résume, à tort d'ailleurs, en disant que pour Machiavel, la fin justifie les moyens. Machiavel ne s'occupe pas de ça. Pour lui, il s'agit de parler de la réalité effective des choses. L'action politique et la morale ne font pas bon ménage, on le sait assez. Et Machiavel n'ignorerait pas si on s'en tenait à là. Ce ne serait pas très original ni très intéressant. La force de caractère intolérable de Machiavel, c'est non pas de dire ça, mais de ne pas cacher que c'est l'essence même du pouvoir qui réside dans le conflit. Il n'y a pas de bon pouvoir. Le pouvoir est toujours conflictuel et le peuple doit toujours être capable de défendre sa liberté contre les princes, même contre les bons princes. Voilà. Évoquant les moyens radicaux que doit employer tout prince nouvellement établi, Machiavel écrit: ce sont là des moyens très cruels et contraires à toutes les règles de la vie, non seulement chrétiennes mais humaines. Tout homme doit les fuir et préférer la condition de simple particulier à celle de roi, au prix de la destruction de tant d'hommes. Néanmoins, quiconque a écarté la voie du bien doit suivre celle du mal pour se maintenir. Mais la plupart des hommes choisissent certaines voies moyennes, qui sont les pires de toutes, car ils ne savent être ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Ce passage est tout à fait extraordinaire. D'abord, Machiavel vous dit, si vous voulez rester dans la voie du bien, surtout ne prenez pas le pouvoir. On a bien écouté ça. Et il dit, par contre, si vous ne suivez pas cette voie, eh bien, il faut être prêt à tout, parce que
il faut savoir être radicalement méchant si on veut garder le pouvoir. Et le fait de ne pas l'être radicalement méchant est encore pire. Car l'être à moitié, c'est en fin de compte faire perdurer les malheurs du pays. Là, l'exemple est celui de César Borgia, évidemment, sur lequel on pourrait revenir dans la discussion, si vous le souhaitez.